Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce premier nouvel esprit public en direct. Nous allons essayer d'éclairer la situation aux États-Unis. Nous allons le faire avec Nicolas Bavrez, avocat et essayiste, avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, et notamment ancien ambassadeur aux États-Unis, comme chacun sait, et avec Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1 qui titre Amérique et maintenant et qui se demande comment le vainqueur de la présidentielle va gouverner un pays profondément divisé, à l'économie vacillante et aux valeurs contestées. Nous avons hier réalisé avec notre ami Richard Verly, qui est depuis 15 jours aux États-Unis et qui est encore pour quelque temps, nous avons réalisé depuis Philadelphie un BADA au cours duquel il nous a expliqué la tactique qu'il avait pu observer chez les avocats de Donald Trump et aussi le résumé de la situation. Je dois dire, il nous a raconté aussi qu'il y a dans les milieux républicains une blague qui circulait à Philadelphie qui est la suivante: Donald Trump a été battu. Et quelqu'un dans l'Assemblée à qui on a annoncé cette nouvelle dit mais qui va aller le lui dire? Samedi, l'ensemble des médias américains a en effet annoncé la victoire du candidat démocrate Joe Biden après 4 jours d'un dépouillement intensif des quelques 100 millions de bulletins envoyés par la poste. Des scènes de liesse ont éclaté dans plusieurs métropoles, notamment à Washington et à New York. Le président élu a promis de guérir son pays. Il a appelé républicains et démocrates à coopérer et déclaré s'engager à être un président qui ne cherche pas à diviser, mais à unifier. L'annonce par la presse de la victoire du candidat démocrate n'a cependant aucune valeur officielle. Il appartiendra au collège électoral de l'élire le 14 décembre. Donald Trump n'a d'ailleurs pas concédé sa défaite. Il n'a pas téléphoné à son adversaire, comme le veut la coutume, pour le féliciter. Il multiplie les recours. Il affirmait déjà avant le scrutin que cette élection allait lui être volée. Il le répète haut et fort depuis le début du dépouillement. Et son avocat, Rudy Giuliani, va diriger les poursuites, notamment en Pennsylvanie. Le président américain sortant doit apporter la preuve de la fraude dont il prétend être victime. Difficile, alors que l'écart de voix entre les deux candidats est très élevé, 4 millions en faveur de Biden, ainsi que le nombre de grands électeurs, 279 pour le démocrate, 214 pour le républicain. Dans l'ensemble, rien n'est venu contredire la crédibilité de ce scrutin, ni ne justifie de distinguer, comme le fait Donald Trump, les bulletins légaux, ceux déposés dans les urnes, et les bulletins frauduleux, ceux envoyés par correspondance. C'est d'ailleurs ce qu'a constaté l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe à l'issue de sa mission d'observation de l'élection américaine. Elle a salué le bon management de ce scrutin. La participation a battu un record avec 159 millions d'électeurs selon US Election Project, 20 millions de voix en plus qu'en 2016, soit un taux de participation de 66,5%, ce qui fait de Joe Biden le candidat qui a réuni le plus de votes de l'histoire américaine. Il a rassemblé 279 grands électeurs, 9 de plus que nécessaire. Il a dépassé donc la majorité des 538 et qui se prononceront le 14 décembre. Le 6 janvier, le Congrès proclamera le vainqueur qui prendra ses fonctions le 20 du même mois. Et au Sénat, où 35 sièges étaient à renouveler, démocrates et républicains sont à égalité, avec au total 48 sièges chacun. Selon les sondages de sortie des urnes, Trump a gagné 18% de votes auprès des Noirs, 36% des Latinos et 58% des Blancs. Sur BBC World, un sondage de sortie des urnes concluait que 34% des votants s'étaient déterminés à partir de critères économiques, 22% à partir des questions raciales et 18% seulement à partir des questions sanitaires. Enfin, d'après le think tank indépendant Pew Research Center, 76% des démocrates et 81% des républicains disent à présent qu'ils ne sont d'accord sur rien avec l'autre camp, y compris sur les faits. Sur cette question, Nicolas Bavrez.
il y a quelques 180 ans, Alexis de Tocqueville ouvrait sa réflexion sur la démocratie en Amérique en rappelant, dans l'Amérique, j'ai vu plus que l'Amérique, j'y ai cherché une image de la démocratie elle-même, de ses penchants, de son caractère, de ses préjugés, de ses passions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de nouveau, cette élection américaine rappelle que les États-Unis, évidemment, sont déterminants pour la dispute du leadership mondial avec la Chine, mais aussi pour l'avenir de la démocratie. Et on continue à essayer de regarder, de décrypter dans les soubresauts de la vie politique aux États-Unis ce qui peut être l'avenir de ces nations libres. Donc, que peut-on dire? L'élection de 2016 avait déjà été historique. Elle a marqué la fin de la mondialisation libérale et évidemment, après le vote, le référendum sur le Brexit, elle a vraiment lancé la vague populiste. Et celle de 2020, à mon avis, est au moins aussi importante parce qu'elle a confirmé les pathologies et les difficultés de la vie politique des États-Unis, mais aussi parce qu'elle a montré que le populisme avait perdu une bataille, mais pas la guerre, mais également parce qu'elle a montré qu'il y avait peut-être un moyen de sortir de la nasse. Donc, côté Donald Trump, les choses sont claires. Il a perdu nettement. Mais pour lui, le cycle électoral n'est pas clos. Donc, il va tenter deux choses. Une chose qui est parfaitement légitime, c'est son droit de faire des recours devant les tribunaux, avec l'espoir d'aller jusqu'à la Cour suprême où il a pu nommer 3 juges et qu'il estime acquises à tort ou à raison à sa cause. Et en revanche, quelque chose qui est très préoccupant et qui est inadmissible dans une démocratie, c'est l'appel implicite à la violence et à la rue, avec ce qui est un peu le stade suprême du populisme, c'est-à-dire que contrairement à ce qui a été dit, Donald Trump, comme tous les populistes, n'accepte la souveraineté du peuple que tant qu'elle lui est favorable. Alors, les conséquences ensuite, il y en a deux. Premièrement, Trump a fait un excellent résultat et c'est vrai que vraisemblablement, sans l'épidémie de coronavirus, il avait une bonne chance d'être réélu. Donc, ça confirme qu'il n'est pas un accident, il n'est pas une parenthèse, que tous ceux qui rêvent au retour de l'Amérique de 1945 se trompent lourdement. Aujourd'hui, on a un président élu, mais on a 2 pays, et ce sera certainement le défi le plus compliqué que devra relever Joe Biden. D'une manière générale, au-delà de la polarisation, il y a aussi des choses importantes dans l'héritage de Donald Trump. Comme on l'a rappelé, il est majoritaire dans la classe moyenne et chez les Blancs. Par ailleurs, le protectionnisme, l'isolationnisme, la fin des États-Unis comme gendarme du monde, ce sont des choses qui sont très largement partagées et qui vont durer. Alors, du côté des bonnes nouvelles, il y en a plusieurs. On l'a rappelé, d'abord, la participation, 159 millions d'électeurs. Ensuite, Biden est un président qui est bien élu. Il est le premier dans le vote populaire, il est le premier dans les États, largement, et il est le premier par le nombre de grands électeurs. Donc, en fait, et paradoxalement, cette élection, Donald Trump avait tellement annoncé son intention de faire des recours que c'est sans doute une des élections où il y a eu le moins de fraude. Donc, ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est sans doute le partage du pouvoir et le fait qu'il n'y ait pas de vague bleue. Parce que ça veut dire que dans ce pays divisé, les républicains vont être présents au Congrès. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que Biden, qui était un candidat un peu par défaut, par une espèce de ruse de la raison, sera peut-être le président idéal. Pourquoi? Parce qu'il a passé un demi-siècle à passer des compromis au Sénat. Il est apprécié par beaucoup de républicains et il peut peut-être être, pour cette raison-là, à la fois l'homme de la réconciliation entre les citoyens républicains et démocrates, et surtout l'homme qui va remettre en route
la mécanique des institutions américaines, puisqu'elles ne peuvent vivre qu'avec le compromis compte tenu de la séparation des pouvoirs. La dernière chose, mais on en est déjà dans les leçons, c'est que on voit à quel point l'obsession identitaire et les réseaux sociaux sont destructeurs pour les nations et surtout pour les nations libres et la démocratie. Et dans cette mobilisation des citoyens américains, il y a certes la polarisation, il y a certes la division, mais je crois, et c'est ça la bonne nouvelle, qu'il y a deux choses, quand même un appel à l'unité de ce pays et au fait qu'il reste des États unis et qu'on échappe effectivement à la logique de la guerre civile que cherche à attiser Donald Trump. Et puis, il y a quand même une vitalité de cette société, de ce pays et de ses citoyens qui laisse penser que les États-Unis n'ont sans doute pas encore perdu la compétition qui les oppose à la Chine. Michaela Wiegel? Oui, alors après cette première intervention déjà très complète de Nicolas, j'aimerais bien ajouter un fait majeur à mon avis, et c'est l'élection de la vice-présidente Kamala Harris, la première femme d'ailleurs à ce poste. Et je crois que la scène qu'on a vue où elle était en tenue de jogging annonçant à Joe Biden qu'il était élu est une scène qui va marquer beaucoup d'Américains. Et je crois que c'est un signal assez fort et qui est dans la même ligne que on vient de dire combien les États-Unis étaient divisés et polarisés après 4 ans de présidence de Donald Trump. Et je crois que les deux discours qu'ont fait Kamala Harris et Joe Biden cette nuit, enfin pour nous cette nuit, ont montré à quel point ils sont conscients du défi d'unir les États-Unis. Joe Biden a eu des formules très fortes en disant qu'il ne reconnaissait plus des États verts, des États pardon, rouges et bleus, mais qui reconnaissait que des États-Unis. Et il a à maintes reprises affirmé combien il voulait être le président de tous les Américains. Et il a parlé effectivement en référence à la Bible. Alors, je sais que c'est assez curieux pour les oreilles françaises qu'un président élu parle de la Bible et parle de Dieu dans son premier discours électoral. Mais en fait, pour beaucoup d'Américains, c'est vraiment un retour aux sources. Et donc, il a parlé de cette mission de guérir qui, soi-disant, il a appris par la Bible. Alors, je voulais dire un petit mot sur les possibilités qui restent à Donald Trump. J'ai lu et j'ai trouvé ça assez bien trouvé. Quelqu'un qui suggérait que le mieux, ce serait un destin à la Goodbye Lenin pour tous ceux qui ont vu ce film, qu'il continuera à jouer au golf et que de temps en temps, on lui mettra un programme de Fox News où il pourrait croire qu'il était encore président des États-Unis. Et comme ça, tout le monde serait satisfait. En réalité, il est très peu probable que les recours qu'il essaye devant les différents cours et qui peuvent aller jusqu'à la Cour suprême aboutissent à inverser le résultat. D'ailleurs, on a vu dans l'empressement de tous les dirigeants internationaux, à part Vladimir Poutine, dont je n'ai pas eu de nouvelles, en tous les cas pas à l'heure où je parle, les dirigeants européens notamment se sont empressés, ils ont tous essayé d'envoyer leurs félicitations au même moment. Alors, on a pu voir Emmanuel Macron était 1 minute en avance, Angela Merkel était juste à l'heure et Monsieur Conte de l'Italie était un peu en retard. Donc, il y a eu quand même une volonté de reconnaître au plus vite cette élection et je pense donc que tout ce qui va s'en suivre, c'est pour Trump une façon de faire croire à ses sympathisants
que soi-disant on lui a volé la victoire, mais il est très improbable que l'élection soit invalidée. Un dernier mot sur la pratique de voter par correspondance. Je sais que ce n'est plus d'usage en France depuis longtemps, mais je parle d'un pays qui le pratique depuis très longtemps. Nous avons le vote par correspondance et qui s'avère pendant la pandémie très utile. C'était d'ailleurs aussi une des raisons pourquoi à la différence de la France, en Allemagne, on n'a pas eu, alors qu'on a eu des élections municipales en même temps, on n'a pas eu cette vague de contamination qui était malheureusement le résultat du premier tour en France. Et les possibilités de fraude sont quand même minimes, puisque à partir du moment où on a la domiciliation enregistrée, il est quasiment impossible de faire voter des gens qui ne sont pas censés voter sur les territoires. Donc, je pense que cette pratique va s'avérer pour la majorité des cas peu contestable. En tout cas, Voilà. aucun tribunal n'a reconnu, n'a fait droit aux revendications des avocats de Donald Trump ou des républicains, et un certain nombre d'observateurs malicieux ont fait observer que Donald Trump lui-même a voté par correspondance. François Bujon de l'Étang. Philippe, moi j'aimerais bien réfléchir 2 minutes avec vous sur le scrutin lui-même avant que nous nous tournions vers l'avenir et vers la prospective. Mais ce scrutin nous interpelle. D'abord parce que, encore une fois, les États-Unis nous ont surpris, ont tenu le monde en haleine avec un nouveau psychodrame électoral. C'est une grande tradition dans l'histoire électorale américaine, comme vous le savez. Je voudrais simplement rappeler 2 précédents qui sont les plus proches de nous, mais qui sont l'un et l'autre extrêmement spectaculaires. Le premier, c'est l'élection de 1960, dont certains se souviennent, entre Kennedy et Nixon. Il y avait eu quand même beaucoup de 68 800 000 votants. Il n'y avait que 12 000 voix d'avance pour Kennedy sur Nixon. Et il avait eu finalement au collège électoral 303 grands électeurs contre 219, ce qui le rapproche du score probablement final de Joe Biden, puisque si celui-ci gagne, ce qui est vraisemblable, l'Arizona et la Géorgie, il finira avec 306 grands électeurs au collège électoral. Donc c'est très très semblable. Mais enfin, le scrutin avait été extraordinairement serré, puisque Kennedy avait eu 49,72% des voix contre 49,55% pour Nixon. Et puis l'autre précédent, évidemment, c'est l'élection de l'an 2000, dont nous nous souvenons tous. J'étais moi-même à Washington à ce moment-là, entre George W. Bush et Al Gore, puisque celle-ci s'est jouée sur un État, un swing state seulement, qui était la Floride, avec ses 29 grands électeurs, et qu'en Floride, finalement, après tous les recomptages, la différence finale avait été de 576 voix pour un État qui compte 20 millions d'habitants. On avait dû attendre d'ailleurs jusqu'à début décembre en 2000 pour savoir qui était le vainqueur finalement désigné par 5 voix contre 4 à la Cour suprême fédérale qui avait été appelée en appel de la Cour suprême de Floride. Voilà, alors c'est juste pour rappeler qu'il y a des précédents. Ici, nous n'avons dû attendre que 4 jours, mais bien entendu, le psychodrame n'est pas tout à fait terminé puisqu'il y aura les recours de M. Trump, enfin de la campagne Trump, et qu'en outre, il y a encore un petit suspense sur le point de savoir ce que va faire ou ce que va dire M. Trump. Reconnaîtra-t-il ou ne reconnaîtra-t-il pas sa défaite? C'est presque anecdotique par rapport au résultat final, mais c'est important pour l'image qu'il laissera, bien entendu. Alors, les Français ont suivi tout ça avec fascination, comme toujours. Ils suivent les élections américaines avec autant de fascination que s'il s'agissait d'une élection présidentielle française. Mais les Français sont toujours surpris par la complexité du système américain. Et moi, je suis toujours surpris par leur degré de surprise. C'est qu'en réalité, le fédéralisme est totalement étranger, mais totalement à l'ADN des Français, qui ont été façonnés par des siècles de centralisme monarchique, puis ensuite par le jacobinisme qui irrigue vraiment toute notre vie politique.
Mais l'idée qu'il y ait en réalité non pas une élection présidentielle, mais 50 élections présidentielles dans 50 États qui ont chacun des systèmes différents est une chose qui laisse aux Français l'impression, pas tout à fait fausse, que le système américain est archaïque et qu'il est byzantin. Il est archaïque parce que vraiment, il faut se souvenir de ce qu'ont voulu faire les pères fondateurs en préservant le droit des États à désigner un président. Et il est byzantin parce que chaque État, encore une fois, a sa propre réglementation. Et cette fois-ci encore, on aura vu, avec la Pennsylvanie notamment, la particularité des scrutins dans quelques États clés. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même dire que l'élection cette année offrait de réelles particularités qui en feront un cas unique probablement dans l'histoire électorale américaine. D'abord par le nombre de votants. Il y a eu 170 millions de votants et c'est le plus fort taux de participation électorale pour une élection présidentielle dans les temps modernes. 67%, c'est absolument sans précédent et cela prouve d'ailleurs, il faut s'en féliciter, la vitalité de la démocratie aux États-Unis. Ensuite, autre particularité, l'importance, vous l'avez tous dit, des votes par correspondance. Il y avait déjà 60 millions de votes par correspondance qui avaient été enregistrés au matin du scrutin. Et ce chiffre s'est considérablement accru depuis lors. C'est évidemment l'effet de l'épidémie de coronavirus qui a fait que beaucoup d'électeurs ont préféré voter par correspondance plutôt que d'avoir à se déplacer dans les bureaux de vote. Troisième particularité, le caractère éminemment clivant de la personnalité de Donald Trump, qui fait qu'à bien des égards, le scrutin a été non pas une rivalité entre deux candidats avec deux programmes différents, mais une manière de référendum pour ou contre Donald Trump. Il est d'ailleurs très significatif que celui-ci n'ait jamais présenté aucun programme électoral d'aucune sorte pour solliciter son deuxième mandat. Alors, Trump aussi, autre caractéristique unique, avait déclaré depuis des mois qu'il y aurait des fraudes massives, que celles-ci, bien entendu, seraient en faveur des démocrates et qu'il ne reconnaîtrait pas une éventuelle défaite. Pour lui, l'idée même d'une défaite est une idée absolument impossible. Et tout son comportement depuis le jour du scrutin vient de ces a priori qu'il s'est donné lui-même. Il s'est proclamé vainqueur et depuis qu'il ait prouvé que son adversaire a quand même 4 millions de voix de plus que lui, il est dans un déni de réalité complète et refuse de reconnaître sa défaite. Enfin, autre caractéristique très unique à cette élection, d'une part, l'âge des candidats, 78 ans pour Biden à la fin de ce mois, 74 pour M. Trump, et l'étrangeté de la campagne elle-même, puisque l'épidémie de coronavirus a eu pour conséquence qu'il y a eu très peu de meetings électoraux classiques, qu'il n'y a pas eu de convention des partis, les conventions ont été virtuelles et sur écran, que Trump a fait ce qui est tout à fait scandaleux, mais relevé finalement par assez peu de monde, campagne à la Maison-Blanche et en allant d'une étape à l'autre à bord de Air Force One, ce qui sont des attributs présidentiels, mais qui ne sont pas les attributs d'un candidat, et que ceci est à mettre en opposition avec évidemment les images de M. Biden parlant depuis le sous-sol de sa maison dans le Delaware avec un masque sur le nez. Les 3 débats télévisés ont été très insolites. Le premier, un pugilat, assez scandaleux. Le second, une juxtaposition de monologues. Le troisième, plus mesuré. Et enfin, les retournements de situation dans le décompte du vote sont effectivement assez uniques aussi. Le fait que les comtés urbains qui ont été dépouillés bien après les comtés ruraux aient donné lieu à un retournement de situation en Pennsylvanie, en Géorgie et même en Arizona est tout à fait singulier puisque ça a permis un rebondissement avec des marges finalement très très étroites, ce qui d'ailleurs est une constante. Vous voyez, la Pennsylvanie a été gagnée par M. Biden avec une marge relativement étroite, mais toujours plus large que les marges qui avaient fait basculer le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie dans l'escarcelle de M. Trump à l'élection de 2016. Voilà. Enfin, il y a un climat de violence latente qui inquiète tout le monde, mais il n'y a pas eu jusqu'à présent d'incident et il n'y en a eu aucun le jour du scrutin, ce qui est tout de même à relever. Nous l'avons dit, merci François. Je crois que l'élection Kennedy et Nixon a été aussi marquée par beaucoup plus de fraude que celle
à laquelle nous sommes en train d'assister. Je voudrais juste ajouter une chose, c'est sur l'aspect secondaire de cette élection, mais finalement important, c'est-à-dire le renouvellement du Sénat. Le renouvellement du Sénat laisse pour le moment penser que les démocrates et les républicains seront presque face à face, enfin que la majorité sera d'une ou deux voix plutôt en faveur des républicains, ce qui me semble intéressant pour deux raisons. La première, c'est que Joe Biden est un vieux praticien du Sénat et un homme de négociation et de compromis, ce qui pourrait lui donner davantage de manœuvre, de marge de manœuvre qu'on pouvait le craindre pour lui au début. Et la deuxième chose, c'est qu'il semblerait que ce qu'on appelle aux États-Unis le gerrymandering, c'est-à-dire le charcutage électoral, le découpage électoral charcuté qui avait eu lieu en 2010, qui avait valu à Obama d'une telle majorité républicaine au Sénat que pendant les 4 dernières années de son mandat, il avait à peu près rien pu faire de ce qu'il avait annoncé. Il semblerait que les effets du gerrymandering soient beaucoup moins forts aujourd'hui qu'ils ne l'étaient aux précédentes élections, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Jean-Louis Bourlange. Oui, oui, c'est une bonne nouvelle, assurément. Ce que vous disiez tout à l'heure, la plaisanterie, un mot juste sur la plaisanterie que vous avez évoquée à propos des Républicains. Je vous rappelle que c'est une reconversion d'une plaisanterie qui était faite sur Staline. Sur Staline, ça avait une certaine saveur supplémentaire. C'est Staline est mort, mais qui va oser le lui dire? C'était encore pire que Trump qui est simplement battu. Moi, ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur le caractère extraordinaire, le retournement d'opinion dominante qui s'est opéré à la faveur de la proclamation par les médias américains de la victoire de Biden. Je crois que c'est un phénomène tout à fait intéressant parce que, évidemment, très illustratif de l'instabilité fondamentale des opinions publiques dans les temps que nous vivons, ces temps médiatiques, etc., extrêmement instables, ça nous voyons bien. Mais là, je crois que c'est très, très impressionnant parce que je pense que pendant plusieurs jours, il y a eu vraiment une inquiétude extrêmement forte, couplée d'ailleurs avec des manifestations de satisfaction profonde de la part de dictateurs ou de semi-dictateurs en Russie, en Chine ou ailleurs, mais une inquiétude extrêmement forte sur le naufrage éventuel de la démocratie américaine. Et sans doute, moi c'est en tout cas l'opinion que j'avais en écoutant cela, sans doute un alarmisme excessif de la part de beaucoup d'observateurs. Mais enfin, c'était réel. On a eu le sentiment que tout cela était, que la plus grande, la plus vieille et la plus célèbre et la plus puissante démocratie du monde était vraiment au bord de la rupture. Et c'est intéressant de voir le soulagement qui s'est produit à faveur d'un événement qui n'aurait pas dû être si considérable, à savoir que trois ou quatre grands médias reconnaissaient ce que nous savions tous, à savoir que Biden avait plus de voix, plus grands électeurs que M. Trump et qu'il avait les moyens d'être élu, ce que nous savions vraiment depuis plusieurs heures et plusieurs jours. Mais le fait que ça a été dit a changé profondément les choses. Et je pense qu'il faut s'interroger sur les raisons de cette affaire. L'inquiétude, elle est très réelle. Pourquoi les gens ont été si inquiets du fonctionnement de la démocratie américaine? Je crois d'abord parce que c'est une très vieille démocratie. C'est une très vieille démocratie, c'est sa force, c'est sa légitimité, c'est en même temps son côté rouillé. Puisqu'on parle de Rust Belt, il y avait un peu de rouille dans la démocratie américaine, et notamment, elle n'est entachée de deux choses qui la rendent assez peu adaptée, pas pleinement adaptée à la réalité actuelle. C'est un enracinement oligarchique qui fait que le suffrage universel, c'est une invention relativement récente. Les citoyens américains la citoyenneté américaine est définie en fait après la guerre de sécession. Avant, on ne sait pas très bien qui vote, comment c'est les peuples citoyens, ça n'est pas très clair, que les manipulations sur le corps électoral ont été très nombreuses, que notamment
notamment l'électorat noir, a été pratiquement interdit de vote pendant des décennies et jusqu'à la période Kennedy-Johnson dans les États du Sud. Donc, on a vraiment déjà quelque chose qui s'apparente à une oligarchie, une tradition oligarchique qui contredit les aspirations démocratiques que nous avons. La fraude a sans doute été assez minimale, sauf, comme vous le rappeliez, à travers l'élection de Kennedy, où il y a eu les fameuses fraudes de Chicago, qui ont été sans doute orchestrées par la mafia, ce qui fait que la mafia n'a pas pardonné aux frères Kennedy de lutter contre elle une fois qu'ils étaient au pouvoir. Mais même si ça a été relativement restreint, ces fraudes, c'est quelque chose qui compte. Je vous rappelle que dans Citizen Kane, il y a la scène célèbre où Kane se présente, je crois, pour être gouverneur de New York. Il est battu et comme il est directeur de journal, il a prévu 2 grandes couvertures, celle où il est élu et qui est Kane elected, et l'autre, c'est fraud at polls, fraude aux urnes. Et comme il fait un score minable, son directeur dit, je crois qu'on est obligé de mettre celle-là. Donc, le mythe de la fraude est quelque chose d'important. Donc, il y a ça. La deuxième faiblesse, c'est effectivement que la Constitution a été faite dans un temps où l'équilibre entre les États-Unis en tant que tels et les États des États-Unis n'est plus le même. Aujourd'hui, on élit le président américain. À l'époque de Jefferson et des autres, chaque État, la Virginie, élisait, contribuait à l'élection d'un président commun aux États. Et ça se manifeste, et ça se manifeste par des écarts considérables. Vous avez évoqué les 4 millions d'électeurs au profit de Biden, de différence par 4 millions, c'est pas rien par rapport à Trump. Mais Trump avait lui-même été élu avec 3 millions de voix de moins que Hillary Clinton. Deuxièmement, j'ai lu quelque part, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai vu ce chiffre qui m'a paru énorme, mais que les démocrates avaient obtenu au Sénat 14 millions de voix de plus que les républicains pour faire le résultat que vous disiez, Philippe, c'est-à-dire un résultat d'égalité. 14 millions, pourquoi ? C'est tout à fait logique, parce que c'est 2 sénateurs par État et que les États trumpistes sont de très loin les moins peuplés. Ce sont ce qu'on appelle là-bas les flyover states, c'est-à-dire les États qu'on survole quand on va de côte à côte. Mais ils comptent, ils ont chacun il y a 2 États pour le Wyoming qui fait quelques centaines de milliers d'électeurs, exactement comme il y a 2 sénateurs pour la Californie qui en fait, je ne sais plus, 15 ou 16 millions. Donc on est vraiment dans des situations qui sont toujours fragiles. C'est absolument évident. Ajoutons à cela le vote par correspondance qui était nécessaire à cause de la Covid, mais qui était déséquilibré politiquement puisque ce sont les démocrates plus Trump d'ailleurs, comme vous l'avez rappelé, qui ont utilisé ce mode de vote, et donc une suspicion que Trump a alimentée. Donc tout cela ajouté, constituait des choses, plus une violence extraordinairement présente dans les milieux extrémistes, notamment dans l'extrême droite, dans l'aile droite de l'électeur trumpiste. Tout ça fait peser sur la démocratie américaine quelque chose de très grave. Et alors, ce qui s'est passé, c'est là-dessus que je voudrais conclure, ce qui s'est passé samedi dernier, c'est hier, c'est simplement que quand on a vu que les grands médias américains prenaient fait et cause pour l'élection, reconnaissaient l'élection de Biden, on a eu l'impression que une institution aussi importante que la presse, et Tocqueville, cité par Nicolas tout à l'heure, souligne le rôle essentiel de la presse, qu'une institution aussi importante que la presse rendait un arbitrage. Et cet arbitrage, il s'ajoute à la prudence des juges. Même, on voit bien que la Cour suprême, le président de la Cour suprême n'a qu'une idée, c'est de ne pas être saisi ou de ne pas traiter ce dont il est saisi, parce qu'il ne veut pas que sa Cour perde sa réputation dans des arbitrages qui seraient entachés de préférences partisanes. On voit bien que les juges des cours suprêmes des États sont dans la même situation. On voit bien que l'armée elle-même, qui n'a pas suivi Trump dans la répression des émeutes noires, etc., est elle-même très attachée au maintien de la démocratie. Et donc,
et on voit bien que même l'électorat, les grands hiérarques du Parti républicain, commencé par Mitt Romney, mais même par son silence et sa discrétion, le chef de la majorité au Sénat, tout ce monde est extrêmement attentif au respect de la démocratie. Et ce qui s'est passé hier, c'est que les gens ont eu le sentiment, non pas que Biden était élu, parce qu'ils le savaient, mais que la démocratie américaine était provisoirement sauvée. Je crois que c'est ça la signification de ce grand renversement de l'opinion qui est très impressionnant. Et de ce point de vue-là, c'est extrêmement rassurant. Michaela Wiegel. Je voulais dire un mot suite à ce que Jean-Louis a dit sur les changements qu'on peut attendre de ce changement de majorité aux États-Unis. Et je pense s'il y a un pays qui a souffert pendant les 4 années de Donald Trump, c'était l'Allemagne. Pour une raison qu'on n'a toujours pas très bien compris, mais en tous les cas, c'est le seul pays en Europe d'importance de par sa taille que Donald Trump n'a jamais visité en visite bilatérale. Il est venu une seule fois très brièvement au sommet du G20 à Hambourg et sinon, il a toujours pointé du doigt et notamment ostracisé notre chancelière Angela Merkel. Alors, il est maintenant acquis que une des raisons de la colère de Donald Trump, c'était le fait que l'Allemagne ne payait pas 2% de son PIB pour la défense, mais je pense réellement que cette question est essentielle sous la nouvelle présidence Biden, la question de la défense commune et notamment des dépenses dans l'OTAN. Et je crois que sur ce sujet, la présidence Biden ne va pas beaucoup varier en contenu, sur le contenu, va avoir les mêmes exigences, mais je crois que la forme va beaucoup changer et ça peut justement nous amener à une relance d'une défense européenne, puisque si l'Allemagne augmente considérablement ses dépenses au sein de l'OTAN, ça a aussi des conséquences positives pour la défense européenne, le pilier européen. François Bujon de l'Étang. Oui, merci Philippe. Non, je voulais juste faire écho à ce que vous avez dit tout à l'heure à propos des élections au Congrès. Vous avez tout à fait raison. Les élections au Congrès ont lieu en même temps que l'élection présidentielle, mais le résultat n'en est pas encore parfaitement net. Au Sénat, il semble bien qu'effectivement les républicains vont conserver la majorité, mais il y a encore 2 élections partielles qui doivent intervenir, en Géorgie d'ailleurs, le 5 janvier, pour des raisons compliquées, parce que le premier tour était un premier tour d'élection triangulaire. Personne n'a eu la majorité. Il faudra donc un deuxième tour éliminatoire le 5 janvier. Et il est vraisemblable, au terme de tout ça, que les républicains garderont une majorité d'1 ou de 2 sièges, une majorité très étroite. Et à la Chambre des représentants, il semble bien que les résultats définitif ne soit pas encore là, que les démocrates vont conserver la majorité. Elle sera simplement un petit peu plus réduite qu'elle n'était aux dernières élections de mi-mandat. Ils auront peut-être 6 ou 7 voix de moins ou 8 qu'ils n'avaient aux élections de mi-mandat, mais ils conserveront quand même la majorité. Alors c'est très très important parce que tout ceci va beaucoup peser sur la présidence de Joe Biden. Et je me tourne à présent vers l'avenir. Joe Biden a été bien élu avec 4 millions de voix d'avance et une avance assez nette au collège électoral, mais il sera quand même ce qu'on appelle aux États-Unis un lame duck president, un président canard boiteux dès le premier jour, essentiellement pour 2 raisons. Le premier, c'est que il aura 78 ans et qu'il est à peu près évident aux yeux de tout le monde qu'il ne fera pas de deuxième mandat. Donc et d'ailleurs lui-même a dit qu'il serait un président de transition. Donc ça, c'est une première raison. Et la seconde, c'est évidemment qu'il n'aura pas la majorité au Congrès et qu'il aura beaucoup de mal à faire passer son programme législatif. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit cela, si on se tourne vers l'avenir, moi, je voudrais surtout démolir au passage 2 idées reçues que j'entends beaucoup autour de moi ici à Paris et qui risquent de faire du dégât en Europe. L'idée, premièrement, que Trump
on a refermé la parenthèse Trump et que Trump a été un accident de l'histoire, et d'autre part l'idée que avec Biden, l'Amérique d'avant sera de retour. Ces deux idées sont dangereusement fausses. Trump n'est absolument pas un accident de l'histoire. Trump a été le produit de la droitisation constante du Parti républicain depuis les années 1970, grosso modo. Ce mouvement a commencé dans les années 60, après la présidence de Lyndon Johnson et le fait que Lyndon Johnson a fait progresser la lutte pour les droits civiques. Beaucoup de conservateurs démocrates du sud des États-Unis ont à ce moment-là, dans les années qui ont suivi, quitté le Parti démocrate pour se rallier au Parti conservateur. Ça, plus les idées du reaganisme, plus la poussée des églises évangéliques dans le sud, ont fait que le Parti républicain s'est droitisé de façon spectaculaire. Et rappelons-nous que les derniers épisodes, par exemple, moi je suis arrivé aux États-Unis en 1995, un an après les élections de mi-mandat, qui avaient amené au Congrès une majorité républicaine très forte que dirigeait un dénommé Newt Gingrich, qui était un personnage dont même le style annonçait déjà Donald Trump. Donc cette poussée s'est renforcée avec l'apparition des Tea Parties sous la présidence Bush, et c'est en réalité un produit de lame de fond de très long terme sur laquelle a surfé, avec son extraordinaire personnalité, M. Trump en 2016. Ce n'est donc pas du tout un accident de l'histoire, mais Trump a été l'incarnation en réalité d'un mouvement de fond qui s'était à ce moment-là trouvé un héros. Deuxième idée reçue tout à fait fausse, celle que M. Biden va ressusciter l'Amérique d'avant. Il va certainement ressusciter les bonnes mœurs. On va avoir une administration fonctionnelle, avec des gens compétents, avec qui on pourra travailler, et il va venir voir les Européens en tenant probablement des propos rassurants et en faisant les gestes rassurants. Mais il n'y a plus d'Amérique d'avant, il ne faut pas le croire. L'Amérique est un pays aujourd'hui profondément divisé, dans laquelle une des forces les plus importantes est cette force conservatrice et cette force populiste qui a si bien incarné M. Trump. Et n'oublions pas qu'il a quand même obtenu plus de 70 millions d'électeurs. Vous avez donc 70 millions de gens aux États-Unis qui sont en faveur de l'idée America First et d'une politique qui soit à la fois nationaliste, protectionniste, isolationniste, chauvine et largement xénophobe. Donc tout ça ne va pas disparaître comme par enchantement. Il est possible que M. Biden, comme on le pense, veuille faire une espèce de troisième mandat de l'administration d'Obama, mais ne nous faisons pas d'illusions. Premièrement, il aura beaucoup de mal à gouverner. Deuxièmement, il va poursuivre ce qu'était la politique d'Obama, c'est-à-dire que les États-Unis se détournent de l'Europe et du Moyen-Orient, évitent les guerres sans issue et les engagements militaires à l'étranger, font l'impasse sur la Russie. M. Biden avait d'ailleurs été l'homme désigné jadis par Obama pour essayer de réparer les relations avec la Russie. Il y avait échoué. Et le pivot vers l'Asie est quelque chose de très, très profond. Les États-Unis, l'histoire des États-Unis se résume très largement en une longue marche vers l'Ouest, à partir des premiers immigrants venus d'Europe. Il y a un président très célèbre qui a dit: ma conviction est que l'avenir des États-Unis sera déterminé par ce qui se passe en Asie et ne sera pas vers l'Atlantique. Ce président, ce n'est pas M. Obama, c'était Theodore Roosevelt en 1906. Nous sommes donc là encore dans une tendance de très long terme qui va se poursuivre avec M. Biden, que cela plaise ou non aux Européens. Nicolas Bavrez. Alors sur l'avenir, effectivement, regardons un peu les trois plans, c'est-à-dire les États-Unis, ce que ça signifie pour les alliés et puis pour la démocratie en général. Donc pour les États-Unis, il est clair que la difficulté, c'est que ce qu'a dit d'ailleurs Barack Obama tout en félicitant Joe Biden, c'est que jamais un président des États-Unis n'aura eu à faire face à une telle conjonction de crise. Donc l'épidémie avec 240 000 morts, l'économie avec une récession historique, un chômage explosif, les finances avec un déficit de 16% du PIB et une dette à 100% du PIB, les problèmes climatiques avec les incendies géants, le blocage des institutions
liées à la polarisation, la désunion du pays et enfin le défi chinois. Et c'est vrai que Joe Biden va devoir répondre à ces défis avec ce qui a été dit, une situation institutionnelle où il va devoir passer des compromis avec le Sénat et où il va devoir essayer de réconcilier les États-Unis. Donc ça veut dire deux choses. Premièrement, que l'agenda intérieur des États-Unis sera de toute manière la clé de tout. Ce sera l'essentiel de l'action de Joe Biden et c'est uniquement s'il réussit cet agenda intérieur et donc la réconciliation du pays, qu'il pourra conduire une politique extérieure ambitieuse. Un mot sur le président de transition, simplement pour rappeler que François Bujon de l'Étang a évoqué l'un d'entre eux, mais que Harry Truman et Lyndon Johnson ont tous les deux été considérés comme des présidents de transition et que l'un et l'autre ont été des grands présidents qui ont, dans des situations compliquées. Truman a une vision beaucoup plus juste de la guerre froide que ce qu'aurait eu Roosevelt, qui était tout à fait complaisant vis-à-vis de Staline. Et Lyndon Johnson, dans une situation très compliquée de guerre du Vietnam, a quand même beaucoup fait progresser les droits civiques. Pour les Alliés, c'est clair que de ce fait même, il y a une grande illusion, effectivement, à croire qu'au retour de l'Amérique de 1945 et au monde d'avant. Donc, ça s'adresse en particulier aux Européens. C'est vrai qu'il y a une erreur à ne pas commettre. Il va y avoir une énorme tentation chez beaucoup d'Européens de penser précisément qu'on est de retour au transatlantique, au lien transatlantique de grand-papa. C'est évidemment faux. D'où la nécessité pour les Européens d'élaborer et de proposer à l'équipe Biden très vite un agenda transatlantique sur le commerce, sur le numérique, sur le climat et sur le stratégique. Parce que de fait, le pivot vers l'Asie va durer, mais il y a une vraie opportunité de renouer un lien transatlantique qui peut rester compliqué. Et maintenant, sur la démocratie, c'est vrai qu'il faut bien souligner que les États-Unis ont montré que la démocratie reste très fragile, qu'elle est mortelle, y compris chez eux. Les séquelles Trump vont être béantes et très lourdes. Le populisme n'a pas disparu avec la défaite de Donald Trump. Et derrière, on a quand même un énorme travail de reconstruction du capitalisme, de reconstruction des nations et de transformation de la démocratie. Et c'est vrai que le paradoxe, c'est que Joe Biden va devoir affronter ces grands défis, comme on l'a dit, sans programme. Le seul vrai programme, et ce qui a soudé ces presque 75 millions d'électeurs, c'est qu'il voulait le départ de Trump, et c'est ce qui est célébré aujourd'hui. Et ça n'est pas le seul départ de Trump qui permettra de régler ces problèmes. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je crois que c'est évidemment, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit François sur le fait que nous n'allons pas avoir que, Trump n'est pas un accident isolé, qu'il y a aux États-Unis et partout dans le monde, y compris chez nous d'ailleurs, y compris en Europe, y compris en France, mais évidemment partout dans le monde, une réaction qu'on peut qualifier de populiste, en tout cas de défense anthropologique, vaguement raciste, vaguement protectionniste, contre tout un ensemble de modifications qui se produisent au cours des dernières années. Je suis aussi d'accord pour dire qu'on ne va pas rétablir la grande politique Roosevelt, Truman, Kennedy, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment distinguer trois niveaux de responsabilité. Je crois que dans cette élection, il y avait trois choses qui étaient en jeu. Il y a eu d'abord, j'en ai parlé tout à l'heure, donc je n'y reviendrai pas, l'enjeu démocratique. Je pense que là, Biden a représenté et représente la défense des valeurs fondamentales de la démocratie américaine. On pouvait craindre que face au cauchemar Trump, il ne soit lui-même que le spectre de la République des États-Unis d'hier. Ce qu'ont montré les épisodes de cette semaine, c'est que non. C'est que là, il y avait quand même une solide défense
des institutions de la démocratie américaine. Le second enjeu, et là je crois que la division est extrêmement violente, extrêmement forte, et qu'elle est intérieure à la société américaine, c'est justement sur les valeurs sociétales. Les trois enjeux ethniques, religieux, sexuels, enfin tout ce qui tourne autour des relations entre les femmes, les hommes, les homos, les trans, etc., tout cela montre une Amérique totalement polarisée. Et là, c'est extrêmement difficile pour M. Biden. Et puis, troisièmement, il y a le niveau de la politique traditionnelle, que ce soit la politique économique et sociale d'un côté et la politique étrangère et de sécurité militaire de l'autre, où là, je crois qu'on est quand même resté dans quelque chose qui est assez proche du business as usual. Évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a un peu plus de protectionnisme, il y a un peu plus de tendance, mais sur le plan économique, je pense que l'approche de Biden va être multilatéraliste sur le plan international dans des limites raisonnables. Enfin, Trump avait massacré la présence des États-Unis aux Nations Unies, avait abandonné à la Chine notamment des positions importantes. Je pense que Biden va avoir à cœur de reprendre les choses en main. Sur le plan économique, on est dans le jeu traditionnel. Les républicains baissent les impôts, les démocrates les augmentent plutôt et soutiennent des programmes sociaux, mais c'est normal, c'est le jeu et on continuera à jouer ce jeu-là. Et sur le plan de l'équilibre géopolitique, vous avez tout à fait raison de dire, notamment François, de dire que le basculement, le pivot, comme on disait, vers l'Asie est une tendance très profonde, mais c'est normal. Et il ne faut pas le vivre de façon agressive. L'Europe a cessé d'être un véritable enjeu. L'Europe avait été un modèle pour les Américains jusqu'en 1940, jusqu'en 1939. Avec les impressionnistes, etc. Elle a ensuite été un enjeu tout au long de la guerre froide. Maintenant, elle est plutôt un rival et un partenaire et un ami, mais elle est totalement secondaire par rapport à la Chine. Et également, le Moyen-Orient n'est plus quelque chose de névralgique pour les Américains et il l'est pour nous. Là, il y a quelque chose qui doit effectivement être reconsidéré, mais j'oserais dire que ce n'est pas la responsabilité principale de tout ça. Ce n'est pas Biden, c'est nous. C'est nous, les Européens, qui montrons constamment, avec une constance dans l'impuissance depuis la chute du mur et la dissolution de l'Union soviétique, notre incapacité à nous ressaisir des responsabilités géopolitiques qui devraient être les nôtres, parce que c'est nous qui sommes proches de la Russie, parce que c'est nous qui sommes proches du Moyen-Orient, parce que nous avons les moyens économiques de payer pour notre défense, et parce que nous avons donc quelque chose où nous devrions prendre la relève, que très logiquement, les Américains ne sont moins disposés à prendre. C'est une affaire. Avec Biden, on peut faire ça en douceur, si je puis dire, dans le respect des formes, mais c'est la carence, elle est chez nous. Et je ne sens pas actuellement, quand j'entends encore les déclarations de la ministre de la Défense allemande récemment, sur le fait qu'il n'y aura pas de défense européenne, que tout doit dépendre de l'OTAN, je ne sens pas encore dans l'ensemble de nos pays européens une prise de conscience qui nous permette d'être le vrai partenaire d'un rééquilibrage qui est nécessaire entre les États-Unis et l'Europe. Je vous remercie. Nous sommes arrivés à l'heure de notre dernière séquence, la séquence des brèves, que je voudrais ouvrir en recommandant une nouvelle lettre d'information en ligne qui intéressera tous ceux qui ont du goût pour la musique et notamment pour la musique classique. Elle est le fait d'un garçon, Yves Riezel, qui a été très actif dans beaucoup de domaines et notamment qui a été un des premiers à comprendre l'importance de ce qu'on appelle le streaming dans la diffusion de la musique classique. Enfin, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi et agi pour la diffusion de cette musique classique et il édite donc depuis quelques jours une lettre qui s'appelle Couac, comme les bruits qu'on désire ne pas entendre dans un orchestre ou dans une formation musicale, C-O-U-A-C-S, vous en trouverez le lien sur notre site. Michaela Wiegel.
Michaela. J'aimerais recommander vivement le livre qu'a écrit donc la future vice-présidente Kamala Harris, The Truth We Hold, An American Journey, qui attend encore la traduction française, mais qui a maintes anecdotes aussi sur son apprentissage de français. Et je pense que ça peut intéresser beaucoup les Français parce qu'elle explique qu'au départ, elle connaissait que le mot demi-plié parce qu'elle faisait du ballet, de la danse classique. Et quand elle a déménagé à Montréal, elle a dû apprendre et elle écrit. J'avais l'impression que toute la journée, je disais quoi, parce que je ne comprenais rien. Mais ceci dit, maintenant, elle parle très bien, je crois, avec un accent québécois, le français. Et ce n'est plus demi-plié, mais plié pour eux, pour aller à la Maison-Blanche. Tant mieux qu'elle parle avec un accent québécois, puisque la mère de Joe Biden est d'origine québécoise, la famille maternelle de la famille maternelle de Joe Biden est d'origine québécoise, puisque ça a fait suffisamment sourire un certain nombre de Français. Il s'appelle Joseph Robinette Biden. François Bujon de l'Étang. Alors, moi, je voudrais m'éloigner des États-Unis un instant pour recommander un petit livre que j'ai trouvé pour ma part très stimulant, on dirait aux États-Unis thought-provoking, c'est-à-dire un livre qui fait réfléchir. Petit livre de Michel de Rosen qui s'appelle L'égalité, un fantasme français, publié aux éditions Talendier. C'est une réflexion sur l'égalité qui est à la fois une passion française, mais aussi un fantasme, dit Michel de Rosen, parce qu'en réalité, les Français, terriblement, passionnément attachés à l'égalité, surestiment le niveau, je le cite, surestiment le niveau des inégalités, préfèrent l'égalité apparente à l'égalité réelle, et en s'arc-boutant sur la réduction des inégalités de revenus, négligent le combat de la mobilité sociale. Combat qui est en réalité la clé de la véritable égalité et non pas beaucoup plus que celui de la redistribution des revenus. Alors, Michel de Rosen en déduit qu'avec la République, avec l'égalité, la République fait aux Français une promesse qu'elle ne peut tenir et il cherche à retrouver les moyens d'assurer une meilleure égalité à travers la mobilité sociale. Le livre est extrêmement intéressant, il se lit facilement et j'en recommande très vivement la lecture. Merci beaucoup. C'est maintenant à Nicolas Bavrez de nous recommander une lecture ou un spectacle. Non, un spectacle, j'en doute. Les spectacles, effectivement, en ce moment, c'est compliqué. Je voudrais recommander un livre qui pourrait être le livre de chevet de Joe Biden et de Kamala Harris. C'est le livre de Cynthia Fleury, Sigil amer, guérir du ressentiment. C'est un livre donc paru chez Gallimard qui montre comment, au cœur de la crise de la démocratie, on trouve cette dynamique du ressentiment, cette dynamique de la victimisation qui en fait ouvre la voie à l'autoritarisme. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que Cynthia Fleury ne se contente pas de souligner combien le ressentiment est au cœur de la crise de la démocratie, mais elle ouvre également des voies pour les solutions, et notamment, elle insiste, et je crois que c'est absolument vital, sur l'éducation, pour montrer que l'éducation, c'est ce qui permet à la fois de former des citoyens et de faire en sorte que ces citoyens reprennent en main la maîtrise de leur destin. Et c'est comme ça qu'on peut lutter contre le populisme. J'ai dit pas de spectacle, j'ai eu tort, parce que beaucoup dans le monde du théâtre et dans le monde de la musique s'efforcent de trouver des compensations, des substituts, d'inventer des choses, et notamment Hippolyte Aricie de Rameau, qui devait être donné à l'Opéra Comique, sera visible par un très grand nombre de gens, puisqu'il sera diffusé le 14 novembre sur Arte. De la même manière, la Comédie Française a ressuscité la chaîne qu'elle avait créée pendant le premier confinement et qui a eu beaucoup de succès et qui permet de voir une pièce de Racine qui est peu souvent représentée, qui est Bajazet, que Éric Ruff, l'administrateur général de la Comédie Française, a mise en scène. Jean-Louis Bourlange. Oui, je voudrais prolonger notre discussion sur les États-Unis en proposant de prendre connaissance des vagues 2 et 3 après la vague 1
de l'étude faite par la Fondapol sur la Fondation pour l'innovation politique sur le risque populiste. Je crois en effet que ce que nous avons vécu aux États-Unis n'est pas spécifique aux États-Unis et que nous sommes, nous en France, très gravement menacés d'une subversion populiste qui bouleverserait très profondément la situation de notre démocratie. Et de ce point de vue-là, je voudrais faire quelque chose qui ne marche pas pour moi. Mais je voudrais lancer un appel. Je crois que cet appel a du mal. Chaque fois que j'ai essayé de le lancer, ça n'a pas marché, mais je crois quand même que c'est important. Je voudrais lancer un appel pour la suppression, l'élimination de la Constitution de l'article 16. Je pense que l'article 16, qui donne au président de la République la possibilité de s'adjuger les pleins pouvoirs de façon quasiment unilatérale au cas où il y aurait des troubles importants qui se produiraient dans la République, c'est pas évidemment le texte de la Constitution n'est pas rédigé ainsi, mais je crois que cet article 16, qui s'explique historiquement par les souvenirs qui occupaient la pensée du général de Gaulle de ce qui s'était passé en 1940, est totalement inopportun et permettrait, en cas de victoire d'un leader populiste, qu'il soit d'extrême droite ou d'extrême gauche, de subvertir la République. Je crois que s'il y a quelque chose à faire aujourd'hui, c'est une modification de la Constitution pour éliminer l'article 16. Je lance cette bouteille à la mer en sachant que jusqu'à présent, personne n'a voulu s'en saisir. Écoutez, Jean-Louis, si vous lancez l'article 16 à la mer, je veux bien le récupérer pour l'organisation du nouvel esprit public. Mais avant cela, je remercie Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui en assure le compte-rendu analytique, Nicolas Tourneau, qui lui veille sur notre site, Olivier Magloire, qui s'occupe des plateformes de financement, et puis je remercie tout particulièrement aujourd'hui notre producteur Julien Neuville, qui a pris l'initiative de cette émission en direct. Merci et à la semaine prochaine pour un nouvel esprit public.